Alors, bienvenue à cette deuxième conférence du semestre de printemps de la filière d'architecture, après la projection du film de Becca Lemoine qu'on avait eu en février. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Ophélie l'Espagnol, qui est une des associées du bureau d'architecture Nomos, un bureau qui est basé entre Genève et Madrid et qui est composé par quatre associés, dont Ophélie et Paul Galindo qui sont à Madrid et Catherine Berteten et Lucas Camponovo qui sont à Genève. Et la production architecturale des Nomos, qui est très intéressante à différentes échelles. Dans cette production, on peut distinguer, on va dire, trois grandes familles de projets, des logements collectifs, des projets de transformation à différentes échelles et aussi plusieurs projets qui développent en Afrique dans le cadre de l'association Volta. Ce soir, le titre de la conférence qui est Révéler, développer ce qui existe va plutôt nous parler des projets de transformation, aussi avec un clin d'œil à d'autres, un projet en Afrique et justement aussi un nouveau bâtiment, mais ils vont nous parler justement de cette relation que leur travail a avec l'existant, à l'importance de travailler avec un contexte tant matériel que culturel, et un travail inspirant qui parle d'enthousiasme, de soins, de curiosité, de durabilité, de beauté, d'économie des moyens, et qui a été reconnu par différents prix et distinctions. Juste les deux dernières, en 2024, le bureau Nomos était un des bureaux finalistes du prestigieux prix Swiss Art Award. Et en 2025, tout récemment, son projet au Burkina Faso, dont Ophélie va nous parler, il était un des 5 prix du Materia Award, qui est en fait la suite du prix Terra Fibra, qu'on avait eu l'occasion d'accueillir à l'école il y a quelques années, qui justement a pour objectif de reconnaître des architectures justement durable partout dans le monde. Et donc, cette année, parmi les 40 finalistes, il y a eu 5 prix et dont un pour le travail des Nomos. Et aussi, on va dire, ça faisait un moment qu'on tenait à les inviter, bien sûr, pour partager avec vous la qualité de leur travail, mais aussi parce qu'on a eu la chance en 2023-2024 d'avoir Nomos comme un professeur invité d'atelier au Jeune Master de Pérou. Un certain d'entre vous avait eu la chance de suivre cet atelier, un atelier qui s'appelait Bam Bam et dont l'objectif de l'atelier, c'était la construction d'une série de logements abordables en terre au Sénégal et embarquant justement les étudiants dans une expérience architecturale et culturelle issue de ces regards ouverts qui sont sur le monde. On se réjouit ce soir de partager ces regards et de découvrir leur travail. Merci Ophélie. Bon, merci Isabelle pour l'invitation et pour la présentation. Ça me fait spécialement plaisir de venir expliquer une partie de nos projets ici, dans cette école où on a de très bons souvenirs de notre semestre en tant que professeur invité. Voilà, donc je vais commencer. Donc révéler et développer l'existant, donc qui est le titre de notre conférence, est au cœur de notre approche architecturale. Et c'est dans cette perspective que nous abordons chaque projet, d'une certaine façon comme une conversation avec l'existant, comme une manière de prolonger et de transformer ce qui est déjà là. L'architecture, en quelque sorte, est toujours une question de dialogue. Dialogue avec un site, avec une histoire ou avec des usages passés ou une anticipation des usages futurs. Donc, en guise d'introduction, je vais vous présenter très sommairement deux concours non primés, mais qui explorent cette démarche et dont les stratégies, comme vous allez pouvoir le voir dans la présentation, sont reprises dans plusieurs de nos projets construits ces dernières années. Donc ces deux projets, comme
comme je l'ai un peu dit au début, donc s'inscrivent dans une réflexion sur la manière dont nous pouvons révéler le potentiel des lieux en tirant parti de ce qui est déjà là, plutôt que de partir à zéro, de partir d'une page blanche. Donc la question que nous nous posons souvent au bureau est un peu comment transformer sans effacer la mémoire d'un lieu et comment introduire un nouvel usage ou de nouveaux usages dans des espaces tout en respectant leur mémoire. Donc ce premier projet, dont vous voyez un peu un plan type, se nomme OZO. C'est un projet issu d'un concours réalisé en 2018 pour la transformation et l'extension d'un bâtiment, d'un immeuble de bureau, concrètement l'immeuble de bureau d'AXA Assurance à Genève, construit en 1978 par Jean-Marc Laminière. Donc l'objectif était de le transformer et de réaliser une extension pour en faire des appartements. Donc sur la partie droite du plan, vous voyez la partie transformation de l'existant à gauche, l'extension. Donc, dans ce cas, l'adaptation à la structure existante était contrainte par une trame une trame de 21 mètres de profondeur et une circulation centrale d'origine, donc qui était un peu la première première contrainte ou non limitation pour travailler ce projet. Donc, la stratégie que nous avons utilisée était d'introduire des diagonales afin de permettre une plus grande flexibilité dans la distribution des logements et aussi permettre un peu la libération des typologies de la structure existante pour d'une certaine façon lui redonner une place en la revalorisant comme élément identitaire du passé du bâtiment. Donc dans l'extension qui se trouve à gauche sur le plan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fragmentation du volume poursuit le langage architectural du bâtiment. Donc nous suivons entre autres le rythme de la façade préexistante. Mais nous cherchons ici à réduire la profondeur moyenne de ce bâtiment plutôt à 16 mètres, tout en travaillant avec des typologies diagonales qui, cette fois-ci, pouvaient être traversantes pour exploiter au maximum la course du soleil et offrir une variété de perspectives vers l'extérieur. Une image de synthèse que nous avions produite, si vous voyez un zoom un peu sur cette transition entre l'ancien réaménagé et le nouveau, où on arrive à comprendre cette transition avec cette continuité de ce rythme en façade, mais aussi la différente nature un peu des espaces de prolongement des appartements qui sont dans la partie transformés plutôt de la nature de jardins d'hiver et deviennent des terrasses dans l'extension. Donc un deuxième projet issu aussi d'un concours que nous avons rendu à la fin de l'année dernière, celui-ci à Lancy, et de nouveau une reconversion d'un bâtiment administratif des années 80. Et là, il n'y avait pas une extension, mais plutôt une surélévation. Donc, pour en faire un bâtiment de logement. Donc, ici, notre proposition repose sur une approche respectueuse de l'architecture du bâtiment. Vous allez voir une image dans la diapositive suivante. Et sur des choix clairs quant à l'organisation typologique à travers, pour toutes les typologies, d'une proposition d'espace intermédiaire. Nous ajoutons une façade intérieure en bois qui renforce à la fois la performance thermique et la performance d'usage du bâtiment. Voilà, donc ici une image d'un fragment de façade et d'un intérieur.
où vous pouvez voir les types de prolongements extérieurs, non, que nous proposons, qui se manifestent sous la forme par moment de loggia ou de jardins d'hiver et qui ont des configurations variées, comme vous avez pu le voir sur le plan. Donc, cette petite introduction pour expliquer un peu les stratégies ou les inquiétudes et stratégies que nous développons au bureau. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 projets construits, 5 interventions qui s'attachent à construire des espaces en dialogue avec l'existant dans différents contextes géographiques de différentes manières et à différentes échelles. Donc, le premier projet que je vous présente aujourd'hui, c'est le projet de La Nave, qui est situé à Madrid et qui est un peu notre premier projet, une espèce de prototype de notre exploration de transformation des d'intérieurs urbains existants, en essayant de repenser la manière dont nous habitons la ville depuis l'intérieur. Donc pour nous, travailler de manière durable avec l'existant signifie 3 choses. Signifie d'une part valoriser, donner une valeur à l'ordinaire, en révéler les qualités et intervenir avec sensibilité plutôt que d'imposer une réinvention totale. Donc nous aimons faire référence à cette installation qui se nomme Patio and Pavilion d'Alison et Peter Smithson, qui avait été présentée dans l'exposition This is Tomorrow à Londres en 1956. Donc l'objectif de cette installation était de créer un habitat symbolique et il y avait une mise en scène vraiment très simple. Non, ils ont placé une cabane dans une cour fermée. Cet ensemble s'inscrivait dans ce que les Smithson ont commencé à appeler The Art of Living, non, qui était une réflexion sur l'habitat et sur le territoire, et qui était en définitive une réflexion sur l'art d'occuper un espace trouvé plutôt que de partir de zéro. Donc la nave, comme je l'ai dit, est un peu notre premier travail d'intervention à petite échelle sur l'existant. Et c'est un projet de par son échelle et qui était vraiment particulièrement stimulant. D'une part parce que ce genre de projet avance vite, non, et se construisent d'une manière relativement rapide et intuitive. Et aussi, d'autre part, parce qu'elles nous permettent d'expérimenter des idées sur site et laissant d'une certaine façon le processus de construction guider la conception. Donc, dans ce cas, d'une certaine façon, je parlais tout à l'heure de l'art d'occuper un espace trouvé, mais ici, le processus a commencé littéralement par jouer avec des briques. Non, à un moment où, d'une certaine façon, l'acte de construire est devenu le premier acte d'occupation, voire d'habitation de l'espace. Donc, je vous explique plus concrètement ce dont il s'agissait. Il s'agissait de la transformation du 3e étage que vous voyez sur l'image à gauche d'un bâtiment industriel. C'était un ancien atelier d'imprimerie désaffecté. Et l'objectif était de le transformer en une succession continue d'espaces dédiés au travail et à la vie d'une famille, de ma famille. Donc, un peu petite anecdote, nous avons, pour comprendre aussi le nom du projet, la nave. La nave signifie en espagnol à la fois entrepôt et vaisseau spatial. Et d'une certaine manière, ce second sens, au fur et à mesure que nous travaillons sur ce projet, s'est imposé, non, parce c'est devenu un espace. C'est devenu la création d'un espace destiné à abriter la vie d'une famille sur plusieurs années à Madrid. À droite, la référence archi connue, non, la maison des IMSS, non, qui dans un peu ces images si habitées, que l'on voit, c'est une maison qu'on va si utiliser, un peu si aimée, a sans doute été un modèle influent pour nous. Voilà, donc l'atelier mesurait à peu près 240 mètres carrés, à peu près un plateau de 24 x 10 mètres,
qui était définie par une grille de piliers, de poutres en béton, et qui avait deux contraintes majeures. La première, c'était que les descentes d'eau étaient fixées aux piliers centraux, ce qui semblait limiter les possibilités d'aménagement. Et la deuxième, c'était la profondeur donc de ce local, qui est des 10 mètres, avec un mur mitoyen sur toute la longueur, rendait difficile l'organisation d'un espace, l'organisation un peu conventionnelle d'un logement. Donc notre stratégie typologique ne partait donc pas d'une feuille blanche, non, mais d'un dialogue avec l'existant. Donc voici le dessin de ce qui existait. Notre intervention s'est donc basée sur une stratégie de faire pivoter l'aménagement à 45 degrés, inscrivant les espaces en biais par rapport à la grille structurelle et en explorant le potentiel de la diagonale. Donc je vais vous faire parcourir le plan pour mieux comprendre la stratégie utilisée. Donc au départ, avant de comprendre la position un peu de ces descentes d'eau, nous avions envisagé de placer toutes les pièces humides, donc salle de bain, cuisine, contre le mur arrière, à l'opposé des fenêtres. Mais en raison de cette position centrale des descentes d'eau, nous étions contraints de les rapprocher des piliers centraux. Donc cela, tout bêtement, a conduit à la rotation du plan à 45 degrés. C'est-à-dire nous cherchions à positionner les salles de bain et les cuisines en biais de façon à qu'elles touchent les descentes d'eau, mais qu'elles partent le plus possible vers le fond de l'espace, en s'éloignant de la façade, pour permettre d'une façon assez naturelle, de faire entrer la lumière plus profondément dans l'appartement. J'expliquerai plus avec plus de détails. Là, je fais une explication plus spatiale et j'expliquerai plus dans un second temps les décisions matérielles. Un peu la position de ces espaces techniques, la salle de bain et cuisine, a mené à imaginer un circuit continu d'espaces partagés en périphérie du plan, qui proposait donc des zones de circulation, mais aussi des espaces de rangement et d'interaction. Donc les trois chambres se situaient, on a décidé donc de les situer en retrait de la façade pour réduire d'une certaine façon les besoins de climatisation. Et cette disposition a aussi permis la création d'une galerie, un peu d'un jardin d'hiver qui longe la façade nord. Et bon, comme je l'ai un peu déjà dit, ce jardin d'hiver, ce qu'il permet de créer, c'est un peu ce filtre d'intimité pour les chambres, un tampon climatique qui régule les variations de température, et ça devient aussi un axe de circulation alternative qui relie les différents espaces par 12 portes que vous voyez représentées sur ce plan. Finalement, ce jardin d'hiver nous mène aux espaces communs qui comprennent donc la salle à manger et le salon. Et enfin, l'espace du bureau qui fonctionne de manière indépendante, mais qui peut être parcouru comme partie du circuit périphérique le week-end. Bon, alors, d'une certaine façon, vous allez voir défiler maintenant une série d'images qui sont mises en relation avec des fragments de l'axonométrie globale que je vous ai montré il y a un petit moment. Donc, je reprends un peu la thématique évoquée tout à l'heure sur Allison et Peter Smithson. Il y a cette approche as found, qu'ils définissaient si bien, consiste à reconnaître l'identité du lieu et à respecter la mémoire de l'existant. Donc, dans cet esprit, le périmètre du projet, donc dans ce cas-là, dans notre cas, la façade demeure intacte
et les cadres métalliques des fenêtres existantes sont conservés tels qu'ils étaient à l'origine, peints en jaune, comme vous voyez sur ces dessins. Donc la rotation, elle nous permet non seulement d'amener la lumière en profondeur dans l'appartement, mais aussi d'ouvrir des espaces vers l'extérieur grâce à des vues diagonales. Et elle nous permet aussi de révéler la structure en béton qui devient un élément architectural central du projet. Vous avez peut-être, l'exécution de ce projet a été c'est passé genre 2 mois avant le concours, le premier concours que je vous ai montré. Donc, vous pouvez comprendre aussi les liens qui se génèrent d'un projet à l'autre. Donc, la rotation nous permet aussi de fragmenter l'espace et de briser en quelque sorte la trame structurelle en divisant le grand espace d'origine en d'autres plus petits, plus articulés, qui sont plus propices à la vie de famille. Et finalement, les diagonales nous permettent de découvrir aussi des usages non prédéfinis, des espaces intermédiaires aux usages ambigus qui peuvent être investis de manière imprévue. Donc, au cours de la construction, qui semblait intuitivement compliqué, non, construire à 45 degrés, s'est avéré très pratique. En fait, il s'est avéré très pratique de se détacher de la structure ou de la géométrie de l'espace existant et de ne plus s'y référer, non, pour éviter tout conflit avec la géométrie irrégulière de l'existant. Donc, pour réduire le budget au minimum, nous avons supprimé tous les éléments qui n'étaient pas essentiels. Et la première décision a été d'éviter l'utilisation de revêtements. Donc, c'est pour cette raison que nous avons opté pour une brique émaillée qui s'utilise habituellement pour la construction de façades. Il y avait et nous avons décidé que ces briques émaillées allaient donc générer, construire le périmètre des cuisines et des salles de bain en montrant d'une certaine façon sur les espaces adjacents, dans les espaces adjacents, la face habituellement cachée de ces briques, en révélant une texture qui n'était pas imaginée pour être montrée. Aussi, de nouveau, petite anecdote, quand on a eu l'échantillon de briques au bureau, on a pris la décision de choisir ce matériau. L'échantillon n'avait pas un peu toute cette tache que vous voyez, non, qui sont des restes de peinture, non, qui sont les restes du processus, non, de fabrication de ces briques émaillées. Et la surprise, quand on a commencé à faire ces murs et à les voir se lever, en fait, cette texture est vraiment celle qui donne une personnalité particulière à ces murs que nous imaginions plus lisses dans un premier temps. Et voilà, donc tous ces exercices d'itération autour de toutes les possibilités de déplacement des briques. Les briques, elles sont placées verticalement pour créer des socles. Elles sont tournées à 90 degrés pour créer des étagères. Elles sont tournées à 180 degrés pour créer des frises plus ornementales sur la partie haute ou combinées avec des pièces plus grandes pour créer des niches ou des étagères. Une chose qui était très intéressante par rapport à vos décisions qui sont prises en cours de route, c'est que toutes les décisions qui sont prises pour qualifier une paroi sont visibles sur la paroi arrière. Donc, il y avait toujours cette importance de la compréhension de ce qu'on fait d'un côté a une répercussion de l'autre. Et des fois, c'est la surprise de retrouver sur le mur arrière une volonté qui a été décidée pour le mur de l'autre côté. Bon, c'est aussi bien de l'accepter et de la faire devenir une histoire du projet. Voilà. Donc j'apporte ici aussi une phrase que nous aimons particulièrement
lire de l'architecte Sverfen qui reconnaissait la beauté de la matérialité de la brique et notamment comment elle influence le processus de conception. Il disait construire avec des briques est une expérience pour moi car chaque rangée a sa beauté. On croit concevoir, mais au final, c'est la brique qui décide. Donc finalement, les cloisons perpendiculaires à la façade sont construites avec une structure en pin et des panneaux en MDF. Et la partie supérieure de ces cloisons est définie par des panneaux en MDF découpés selon un motif triangulaire et qui révèle l'isolation acoustique en coton recyclé. Et pour nuancer de nouveau la transition avec la structure porteuse qui n'était bien évidemment pas complètement droite. Donc pour finir avec la navette, avant de passer à un autre projet, insister sur le fait que ce projet incarne pour nous notre recherche d'une nouvelle manière d'habiter la ville en réinterprétant les structures existantes. Deuxième projet, El Garaje. De nouveau, on est encore à Madrid et nous poursuivons donc cette réflexion sur l'habitat et sur la transformation du bâti existant dans la ville. Donc, dans ce cas, nous avons converti un ancien atelier de réparation de pare-brise en une maison pour une famille de 5 personnes. Donc, l'atelier mesurait à peu près 150 mètres carrés et occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages. L'espace s'inscrivait entre une grande porte de garage orientée plein sud qui donnait sur la rue et une rampe de parking qui menait au sous-sol, qui bordait tout le périmètre du local. Vous allez le voir sur un plan que je vais montrer dans quelques instants, et qui restait visible depuis les fenêtres que vous voyez au fond de l'image, les fenêtres côté nord qui ouvraient sur la cour. Pour comprendre aussi un peu le contexte, les clients avaient cherché en vain pendant plus d'1 an un appartement à un prix abordable avant de se tourner vers des propriétés commerciales et industrielles. Donc la grande question était donc le grand défi était comment faire d'un garage un lieu de vie. Donc on n'est pas dans la même situation que dans la navette, donc on était dans un 3e étage d'un bâtiment industriel. Ici, concevoir un logement au ras du trottoir, non, vraiment sur la rue, engage une réflexion sur la définition de la limite de l'habitation. Donc ici, quand les seuils traditionnels entre la ville et l'intérieur n'existent plus, donc il n'y a pas de hall d'entrée, il n'y a pas d'escalier commun, pas de palier ni de cours d'accès, non. La question qui se pose est comment définir cette transition qui semble être directe, non, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, comment construire une limite qui va être un espace de jonction entre deux différentes réalités, qui va être un point d'articulation. Donc le premier objectif de ce projet était de créer une zone tampon, une zone de transition qui puisse protéger l'appartement de la rue tout en apportant un maximum de lumière naturelle à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est justement à l'orientation plein sud. Donc une des références que j'apporte aujourd'hui et que nous avions quand on a développé ce projet était ce fleuriste cette boutique de fleurs de Aldo van Eyck aux Pays-Bas, où la façade devient elle-même un espace de transition grâce à des jeux de plans et des briques de verre, non, qui apportent différentes profondeurs, non, qui permettent l'appropriation progressive un peu des limites de l'espace.
De la même façon, dans El Garaje, entre les deux piliers existants que vous voyez sur l'image, où il y avait la porte basculante de l'ancien garage, nous remplaçons donc cette porte par une fermeture qui nous laisse passer la lumière et qui anticipe d'une certaine façon les choix constructifs de l'intérieur. Nous utilisons des blocs de béton blanc, des pavés de verre et de l'acier tout en essayant d'adopter une apparence domestique, tout en cherchant à conserver une mémoire du passé du lieu. Donc, depuis l'intérieur, la façade encadre des aperçus partiels du contexte urbain et régule un peu les degrés d'intimité nécessaires entre la maison et la rue. Une autre référence aussi un peu ancienne donc de l'école Montessori de Herzberger à Delft nous semblait aussi nous l'avons toujours eu aussi un peu en tête car un peu Herzberger travaillait très bien un peu les accès ces espaces de seuil non où les limites entre l'extérieur et l'intérieur, entre la rue et la salle de classe, non, sont adoucis, non, grâce à des seuils spécialement définis. Donc, El Garaje est une expérimentation sur les possibilités d'organisation d'une typologie qui se veut une typologie contemporaine qui ne fait référence ni au modèle moderne de plan ouvert, ni au modèle traditionnel de couloir et de chambre. C'est une typologie qui est conçue comme une collection de pièces connectées de proportions similaires où, d'une certaine façon, le programme ne domine pas la conception. C'est une série d'espaces génériques, d'espaces neutres, non, qui peuvent accueillir différentes façons d'habiter. Je vous fais de nouveau un petit parcours comme j'ai fait pour la nave. Donc, on n'a pas de couloir, donc, mais une circulation fluide autour de 3 espaces centraux, la cuisine, le coin repas et la salle de jeu. Donc, chaque déplacement entre l'espace public et l'espace privé traverse naturellement ces zones de vie centrales. On a des murs équipés qui viennent définir la structure du logement. Ils contiennent des rangements et les équipements nécessaires. Et en même temps, ils cadrent les vues diagonales entre les pièces, connectant les espaces d'une manière subtile, non, pour ainsi dire. Et là, quelques exemples de ces perspectives diagonales. Là, depuis le bureau, on aperçoit l'entrée à travers la salle de jeu et la cuisine. Depuis la chambre parentale, on voit l'entrée en passant par la salle à manger et la cuisine. L'espace seuil, que vous avez vu en image tout à l'heure aussi, qui a un peu deux fonctions. Il peut donc avoir la surface complète, doubler la surface donc, pendant la journée, ou être fermé pendant la nuit pour fermer la chambre des enfants. Un peu comme la présentation d'avant, une séquence d'images du projet associée à des détails de l'axonométrie. On avait, oui, ici c'est donc la pièce côté rue, côté cour, la cuisine, l'espace des parents, l'espace des enfants, le salon. Le garaje, dans le garaje, on imagine cette succession de pièces nous permet d'imaginer que chacun peut être autonome dans cette maison sans que la famille ait besoin d'être réunie dans un même espace pour ressentir la présence de l'autre d'une certaine façon.
Comme pour la nave, au-delà de l'organisation spatiale, nous avons cherché à construire avec des matériaux bruts et reconnaissables, identifiables, en jouant sur leur mise en œuvre pour en révéler des qualités inattendues. Donc ici, on n'est plus sur des briques émaillées, on est sur des blocs de béton blanc standard qui sont associés à des carreaux de céramique aux angles, de façon à éviter de couper des blocs. Aucun bloc de béton n'a été coupé sur le chantier, réduisant ainsi les déchets. Il y a aussi cette chose qui nous semble assez intéressante donc, qui lie aussi l'échelle de la construction et l'échelle de l'espace, c'est que la proportion de tous les espaces est directement liée à la taille des blocs de béton. Il y a un peu cette idée aussi d'imaginer, je pense que des architectures où on arrive à comprendre comment sont assemblées les pièces euh, entre elles. D'une certaine façon, elles se connectent à l'échelle humaine. Donc, parce il y a un peu toujours cette relation, non, je pense, intuitive, non, d'imaginer, non, la main de qui a positionné, non, ces blocs, la taille des blocs, la taille des espaces. Donc, un peu toute cette lecture continue de la construction jusqu'à l'espace. Comme comme à la nave, la partie supérieure des cloisons est définie avec des panneaux en MDF qui permettent aussi d'assurer une transition douce avec la structure existante. Comme je l'ai aussi évoqué pour l'autre projet, l'un des aspects qui nous intéresse le plus de ce genre de projet est la découverte de typologies qui ne pourraient a priori pas je sais pas si, non, c'est pas qu'elles ne peuvent pas avoir lieu dans une typologie conventionnelle, mais qui découlent en fait de conditions ou de contraintes qui nous mènent non, à repenser l'habitat. Donc, d'une certaine façon, cette maison a dû s'adapter à une structure industrielle préexistante et certains espaces non planifiés, qui ne faisaient d'ailleurs pas partie du cahier des charges du projet des clients, sont devenus essentiels à la vie de la famille. Et pour ça, pour nous, ceci fait vraiment partie de l'essence de l'architecture. Non, c'est ne pas simplement concevoir des espaces, mais créer des cadres de vie ouverts à l'inattendu et à l'appropriation. Donc, troisième projet, changeons de contexte. Nous partons à Lisbonne. C'est le projet Vale Pereiro. Et nous sommes ici en train de transformer un immeuble de bureaux des années 70 en un bâtiment résidentiel de 13 logements. Donc, ce bâtiment se trouvait dans une situation particulière, comme vous pouvez le voir sur le plan de situation. Il était situé exactement à l'endroit où la rue Vale Pereiro change de direction. Et la façade du bâtiment existant, donc, par son pli, matérialisait un peu ce point d'inflexion en s'alignant sur les deux orientations de la rue. Donc, il faut se mettre en situation. En 2016, le promoteur a acquis cet immeuble avec un permis de démolition et de reconstruction dans la main. Donc, quand il nous a abordés, notre premier défi a été de le convaincre de conserver la structure existante, ce qui n'était pas vraiment évident face à un interlocuteur qui était peu sensible aux notions d'énergie grise, de réemploi. Donc, nous lui avons expliqué ou démontré deux choses. La première, que de retirer les couches de construction accumulées au fil du temps, tout en préservant la structure en béton et le sous-sol était plus écologique, mais aussi plus économique. Et la deuxième, qui est celle qui l'a plutôt intéressé, que le squelette structurel pouvait devenir en soi une opportunité de richesse spatiale
pour permettre une diversité typologique et offrir une plus-value architecturale et commerciale. Ça pouvait devenir une partie de l'histoire du projet. C'est des appartements destinés à la vente. Donc le défi principal de ce projet était la faible. On avait une petite hauteur sous plafond qui posait, on peut soulever un peu la question de l'habitabilité et de la possibilité de transformer ces espaces en logement. Donc ce que nous avons proposé, comme vous avez vu sur l'image antérieure, de découper quelques dalles pour générer des doubles hauteurs dans plusieurs unités. Donc nous obtenions de cette façon, comme vous arrivez à le voir sur la coupe, des logements avec des volumes verticaux emboîtés, donc c'est un peu en Tetris, et pour donner espace un peu, donner naissance à des espaces où la lumière et la ventilation traversante participent au confort des habitants. Donc cette organisation spatiale se lit en façade, je ne sais pas si on voit vraiment ici, mais réellement, peut-être plus sur là, oui, où il y a des avancées carrelées qui marquent les espaces en double hauteur et pour créer aussi un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. La deuxième difficulté, était, comme pour El Garaje, on nous demandait d'intégrer des logements au rez-de-chaussée. Donc, de nouveau, comment établir cette distance face à la rue pour préserver l'intimité des habitants tout en assurant une bonne ventilation. Donc, ce que nous avons proposé, ce sont des espaces tampons qui fonctionnent un peu comme des jardins d'hiver, qui sont des zones de transition qui nous séparent de la rue grâce à ces treillis métalliques et des briques de verre qui filtrent la vue et la lumière. Donc l'alternance entre les plafonds bas et les doubles hauteurs assez monumentales dans les appartements crée des effets de compression et de relâchement qui enrichissent l'expérience des habitants. Ici, vous avez une photo de la façade arrière, de l'existante à droite et de la nouvelle à gauche. Et, la façade arrière devient un peu un contrepoint à la rigueur urbaine du front de rue et révèle une double identité architecturale. Là, on voit tous les balcons des étages. En fait, tous les appartements ont des espaces extérieurs privatifs. Ils ont des jardins, les étages type ces balcons filants et les attiques ont des terrasses en toiture accessibles depuis ces escaliers. Donc bon, en résumé, Valle Pereiro est un projet qui illustre à une autre échelle que les transformations de Madrid l'importance de préserver l'existant plutôt que de le démolir et l'intérêt un peu de transformer des contraintes en qualité spatiale. Nous sautons à Genève pour expliquer donc ce quatrième projet, la tour Vieux-Seux, qui est un bâtiment conçu par les frères Honegger pour la Société coopérative d'habitation de Genève, érigé en 1974 en périphérie de la ville de Genève. Donc depuis plus de 45 ans, elle accueille des habitants qui sont pour la plupart les habitants d'origine, dans des logements aux typologies assez efficaces et bien conçues, et qui sont toutes dotées de balcons. Donc en 2018, on nous contacte parce que l'état de la tour et surtout sa consommation énergétique imposait une rénovation en profondeur. Donc l'isolation n'était pas suffisante
Et d'un autre côté, il y avait un problème avec la carbonatation des bétons préfabriqués des contrecœurs, des balcons, qui constituait un risque pour les habitants du quartier. Donc, face un peu à ces enjeux, là, ce qu'on nous demande, c'est de repenser la tour tout en respectant la vie de ses résidents, parce qu'il n'était pas question de reloger les résidents, de reloger temporairement les habitants. Tout devait se faire sur place en minimisant les nuisances. Donc, c'est un travail qui s'est fait basé sur beaucoup de communication avec les habitants, une approche concertée un peu afin de répondre à leurs attentes tout en respectant les contraintes techniques d'un chantier de ce type. Donc, l'enveloppe du bâtiment est entièrement réisolée. Les vitrages sont remplacés, mais nous avons aussi décidé de conserver une partie des cadres existants pour optimiser les raccords et rationaliser l'intervention. Et l'intervention la plus significative a été la transformation des balcons en jardin d'hiver. Donc, ces balcons sont repensés. Ils sont euh, donc, transformés en jardin d'hiver, pour améliorer d'une part le confort thermique en réduisant les ponts thermiques préexistants et en permettant la possibilité d'offrir une nouvelle pièce à vivre. Qui est reliée aussi directement à la cuisine par une nouvelle porte vitrée. Oui, ah oui, là on voit. Les contrecœurs en béton sont sciés sur place et ils sont remplacés donc par une structure en serrurerie avec des pans de verre pivotants. Nous avons réalisé un prototype pour permettre aux habitants de se familiariser avec les différentes manipulations pour le nettoyage et la possibilité d'aménagement de cet espace. Et un peu aussi dans cette dynamique participative et de concertation, le dispositif a même en cours de route intégrer certains détails demandés par les habitants. Par exemple, une des grandes inquiétudes de beaucoup d'habitants était que les chats pouvaient tomber. Donc, on a intégré un système de filets pour les protéger d'une éventuelle chute. Donc, au rez-de-chaussée, les espaces communs sont repensés pour offrir aussi un cadre plus lumineux et plus chaleureux. La couleur des plafonds est changée, elle devient un peu plus dorée. On a amélioré l'éclairage et on a réalisé ce socle en pierre, en zigzag, qui reprend un peu le motif en plan des jardins d'hiver pour d'une certaine façon relier l'intervention extérieure et intérieure. Donc, ce qui est intéressant aussi de ce projet, qui concerne 400 habitants, c'est qu'elle a dû être pensée je vais vous donner un peu des chiffres, elle est réalisée en 3 phases successives avec un calendrier minutieusement orchestré. Donc, nous avons 9 mois d'échafaudage par phase, 3 jours d'intervention par appartement, 3 heures pour remplacer les vitrages par appartement, 20 minutes pour scier chaque contrecœur. Donc, au terme de ces opérations, la nouvelle tour de Vieux-Cieux s'offre d'une certaine façon une seconde vie, mais ce projet, pour nous, va bien au-delà d'une simple rénovation énergétique. Il permet de réaliser une relecture de l'habitat collectif et redéfinit l'identité de la tour et du quartier, de cette façon. Ici, un peu l'image du jour de l'inauguration de la première phase.
Et cette métamorphose prouve pour nous aussi que l'existant peut être une opportunité d'innovation et d'amélioration du quotidien. Donc, dernier projet. Je vous invite là à un voyage à Kaya, au Burkina Faso. Donc Kaya est la 5e ville la plus grande du Burkina Faso. Elle est située à une centaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, la capitale. Et elle se trouve dans la zone soudano-sahélienne, avec un climat tropical qui comprend 2 saisons, une saison sèche qui dure 8 mois et une saison, la saison des pluies, qui dure 4 mois. Et les températures varient entre 17 à 20 degrés jusqu'à 40 degrés. Donc en 2016, nous sommes nous sommes abordés par une ONG qui s'appelle Morija, Association humanitaire, pour concevoir l'extension du campus médical de Kaya. L'objectif était de réaliser 2 nouveaux blocs d'hospitalisation et un bâtiment polyvalent. Donc ce projet mobilise dès le début une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. Nous avions donc nous architectes donc suisses et espagnols, une architecte locale à Ouagadougou, des ingénieurs pareil locaux, ingénieurs à Genève, des associations spécialistes en construction en terre, l'association de la voûte nubienne. J'en oublie sûrement, il y en a eu beaucoup et le projet était très long. Donc depuis le début, on rentre dans une démarche collective de recherche et d'échange de connaissances. Donc avec des ressources limitées, mais une forte volonté de valoriser le savoir-faire local, nous avons vu l'opportunité non seulement donc d'agrandir ce centre médical, qui était la demande initiale, mais aussi de créer un modèle architectural durable qui soit enraciné dans la culture locale et adapté aux défis du territoire. Donc notre approche était simple. Il s'agissait simple mais ambitieuse, je dirais d'une certaine façon. Elle consistait à tester et à adapter et développer une architecture qui soit capable d'évoluer au fil du chantier. Donc, nous avons choisi de travailler avec des matériaux abondants sur le site, peu coûteux et facilement disponibles. Donc, le premier est donc l'adobe, la terre crue, façonnée en briques que vous voyez sur ces images. Le deuxième matériau, la pierre latéritique, qui est une roche sédimentaire qui est extraite à la main dans une carrière proche. Cette image est une image de Kaya. Et quant à la technique de construction, nous nous sommes inspirés et aidés aussi comme je dis, par l'association de la voûte nubienne. Nous sommes inspirés des principes de l'architecte égyptien Hassan Fatih et de la technique traditionnelle de la voûte nubienne qui permet de construire sans coffrage, tout en maximisant la stabilité et l'efficacité thermique des bâtiments. Donc, pour ce processus de construction, les seuls outils utilisés sont une houe pour malaxer la terre, donc les mains des artisans pour façonner les briques, et le fil de fer que vous voyez sur l'image, un fil de fer tendu qui sert de compas pour la disposition des briques. Donc, rien de plus. Donc, les bâtiments, à gauche, vous voyez, c'est une image du site avant notre intervention. À droite, notre plan de situation avec la proposition. Donc, les bâtiments existants sur site étaient déjà donc orientés selon un axe nord-sud et nous avons suivi cette logique pour positionner les nouvelles structures. Donc, nous avons commencé par ajouter une plateforme surélevée qui est utilisée principalement pendant la saison des pluies et qui devient l'épine dorsale et l'axe d'extension du campus médical.
Le projet se développe en deux phases. C'est un projet très long parce que nous avons commencé à le développer en 2016 et il a été fini l'année dernière. Donc la première phase de construction, euh, c'est- nous avons construit pour la première phase les deux bâtiments d'hospitalisation qui sont en bas à à droite. Dans cette première phase, il y a 20 maçons locaux qui sont formés sous la supervision d'un maçon expérimenté et la technique de construction est ajustée et adaptée en cours de route. Et dans la deuxième phase, ces maçons qui sont formés commencent à travailler de manière autonome et transmettent eux-mêmes leur savoir-faire. Donc, si vous avez une coupe de principe, vous pouvez voir que quand je vous ai montré qu'on utilisait et d'ailleurs vous le voyez aussi sur l'image, la brique et la latérite, la brique de terre régule est utilisée sur la face interne du bâtiment à l'intérieur, donc elle nous permet de réguler l'humidité aussi à l'intérieur, et la latérite assure l'étanchéité à l'extérieur. On arrive à les reconnaître par leurs textures différentes sur l'image. Donc, pour la première phase, les deux volumes, oui, deux volumes sont construits. Il s'agit en fait, de trois volumes constitués chacun de trois voûtes. Et chaque module comprend un nouveau bloc de lisse qui allait augmenter assez rapidement la capacité d'hospitalisation du centre. Et aussi, on voit un peu en traitillé, mais la disposition des volumes et la configuration modulaire permet une extension, une possible extension future euh, du bâtiment. Nous proposons aussi des espaces ombragés attenant aux chambres et qui facilitent l'arrivée des patients et offrent des lieux de rencontre. Et euh, ces espaces de seuil et la passerelle surélevée sont des espaces qui prennent une importance énorme dans le centre hospitalier car les familles des patients sont vraiment souvent présentes sur site. Donc, ce sont tout le temps des espaces qui deviennent eux-mêmes presque les espaces centraux du projet. Donc, la deuxième phase consiste à la construction d'un bâtiment polyvalent que vous voyez sur le plan de 710 mètres carrés qui est situé au cœur du campus et parallèlement à l'axe principal, à la plateforme principale. Et cette deuxième phase débute en mai 2020. Comme sur le premier volume, on se base sur un module de 3,90 mètres. C'est la largeur maximale de ces espaces. Et il s'agit de 10 voûtes alignées qui sont traversées en diagonale par une série de patios couverts avec des arbres. Donc, sur le plan, on dispose l'accueil, l'administration, les laboratoires. Il y a 3 laboratoires, une pharmacie et le bureau du directeur et un espace de stockage. Et il s'organise autour de ces patios végétalisés qui sont des lieux de rassemblement, mais qui sont aussi des espaces qui permettent la circulation de l'air. Comme vous pouvez le voir aussi sur cette coupe. Ici, des images où on arrive dans cette diagonale un peu d'espace vide et une entrée dans un de ces espaces aussi intermédiaires. La longueur du projet et du chantier a été due à la construction a été plusieurs fois interrompue en raison de l'instabilité politique au Burkina Faso et le déplacement la montée du terrorisme dans cette zone et les déplacements de 1 million de personnes au sein du pays. Donc, face à cette situation,
L'hôpital, qui était prévu comme un centre médical spécialisé, est devenu en cours de route un hôpital plutôt d'accueil d'urgence et de soins généraux qui répondait aux besoins immédiats de la population. Donc, je fais un petit récapitulatif résumé un peu des stratégies, des choix constructifs déterminants pour ce projet. Le premier point, le choix des matériaux, donc l'adobe et la latérite, qui sont pratiquement gratuits et qui permettent de construire sans dépendance aux matériaux industriels importés, en réduisant les coûts et en renforçant l'autonomie locale. Deuxième point, l'utilisation de méthodes de construction traditionnelles, utilisant des outils simples et une main-d'œuvre locale, favorise l'économie régionale et le savoir-faire artisanal. Troisièmement, le confort thermique lié à la masse des murs en terre crue régule la température intérieure et contribue à créer un cadre agréable toute l'année. Et, et au-delà des qualités, de ces qualités thermiques, chaque espace qui a été façonné non, et construit non, par la main de l'homme, presque comme comme une pièce de céramique artisanale, offre un lieu de bien-être loin des formes standardisées de l'architecture industrielle. Donc au final, ce projet Akaya est pour nous une démonstration que l'architecture peut être une opportunité de transformation sociale tout en offrant des solutions adaptées aux défis contemporains. Je termine et je conclue assez vite là en vous présentant une de nos dernières je sais pas, création graphique ou oui, travail graphique qui illustre d'ailleurs l'affiche de la conférence. Donc chaque année, nous préparons une carte de vœux mettant en lumière l'un de nos projets récents. Donc cette année, pour l'édition de cette année, c'était le projet Mosso, qui est un bâtiment de bureaux et d'activités artisanales, où nous avons d'ailleurs nos bureaux à Genève, et qui a été achevé donc l'année dernière, en automne, à Cherbourg. C'est ce bâtiment que nous avons choisi. Donc, et pour représenter ce projet, nous avons choisi d'explorer la technique de la cyanotypie, qui, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un procédé ancien qui produit des images. J'ai mis un exemple sur cette présentation avec cette couleur bleu profond, je sais pas. Et grâce à une réaction photosensible et une exposition au soleil. C'est une technique qui a été utilisée historiquement pour reproduire des plans d'architecture. C'est là d'où vient le terme blueprint. Et qui nous a semblé particulièrement pertinente pour faire écho à l'identité de Mosso. Pour la fabrication de ces cartes, nous avons préparé nos supports en appliquant ces solutions photosensibles sur les papiers, comme vous voyez sur l'image de gauche, et nous les avons séchés à l'abri de la lumière. Ensuite, nous avons superposé dans différentes textures et transparences sur ces surfaces. Et nous les avons exposées au soleil, laissant petit à petit l'empreinte du projet se révéler. La dernière étape passe par un banc révélateur à l'eau. Et si vous avez un exemple d'une séquence d'images du bâtiment qui se sont progressivement formées, donc capturant la singularité de l'angle du bâtiment Mosso. Donc ce procédé artisanal reflète pour nous l'esprit du projet Mosso, du bâtiment Mosso,
qui est un bâtiment conçu dans une démarche low-tech, pour ainsi dire, qui est construit sur une parcelle qui était autrefois occupée par l'imprimerie de la famille du maître d'ouvrage. Donc l'architecture de Mosso, qui intègre en façade des plans inclinés de différentes natures, donc des panneaux de fibrociment, des panneaux photovoltaïques que vous ne voyez pas sur cette image, mais qui sont sur les étages supérieurs, et des stores en toile, nous rappelle un peu, d'une certaine façon, un château de cartes et rend hommage au passé du site où le papier jouait un rôle central. Nos cartes cyanotypées, nous en avons produit 200, exposées il y a un peu cette translation du bâtiment exposé aux conditions atmosphériques de Genève. Donc nos cartes cyanotypées exposées au soleil de Madrid traduisent cette superposition de plans inclinés, sensibles à la lumière, et décrivent un peu une nouvelle identité à travers d'un geste manuel et sensible au contexte qui l'entoure. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci.